Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer la prescription et la surveillance des anti-infectieux. Avec nous pour cet item, le professeur Florent Valour, infectiologue au CHU de Lyon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment marchent les antibiotiques ? Bien sûr, les antibiotiques sont des substances qui sont soit naturelles, soit de synthèse, qui sont capables de détruire les bactéries ou d'en inhiber la croissance. Et en fonction de ces deux mécanismes, on parle d'antibiotiques bactéricides ou bactériostatiques. Et leur mode d'action dépend de leur cible. La majorité des classes d'antibiotiques agissent en inhibant la synthèse des protéines bactériennes, mais certains inhibent la synthèse de la paroi, comme les bêta-lactamines, les glycopeptides, ou encore la synthèse d'ADN, comme les fluoroquinolones, ou la synthèse d'ARN, comme la rifampicine. Et chaque classe et chaque molécule a un spectre d'activité antibactérienne plus ou moins large qui va dépendre de son mode d'action, et puis des résistances naturelles ou acquises des bactéries concernées. Justement, on parle beaucoup de résistance aux antibiotiques. Est-ce un problème en pratique courante ? Alors chaque espèce bactérienne est spontanément résistante à certains antibiotiques. Cela fait un peu partie de sa carte d'identité, si vous voulez. Et on parle dans ce cas de résistance naturelle, et ce n'est pas un problème, et de toute façon on ne peut rien y faire, puisque c'est naturellement dans le génome de la bactérie. On sait par exemple que toutes les Listeria sont résistantes aux céphalosporines de troisième génération, ou alors que les Klebsiella sont naturellement porteuses d'une pénicillinase qui les rend spontanément résistantes à l'amoxicilline. Ce qui pose un vrai problème, et malheureusement de plus en plus fréquent, ce sont les résistances acquises, au point que nous sommes parfois dans une impasse sans solution thérapeutique pour certains germes multirésistants. Cela devient une alerte de santé publique soulevée par l'OMS au niveau mondial. L'utilisation des antibiotiques est fatalement associée à la sélection de germes résistants, et il faut penser que lorsqu'on utilise un antibiotique pour traiter par exemple une infection urinaire, on impacte l'ensemble de la flore commensale de l'individu qu'on traite, notamment digestive, en sélectionnant des espèces résistantes aux antibiotiques prescrits, mais également en favorisant la survenue de mutations de gènes codant pour les cibles des antibiotiques, et la capacité de certaines espèces à acquérir des mécanismes de résistance provenant d'autres espèces par transfert horizontal. Et donc l'utilisation raisonnée des antibiotiques est essentielle si on veut préserver leur action, tant en termes d'indication que de largeur de spectre et de durée de traitement. Et comment les bactéries résistent-elles aux antibiotiques du coup ? Il existe de nombreux mécanismes de résistance. Un des plus connus et les plus fréquents, c'est la production d'une enzyme qui est capable d'inactiver les antibiotiques. Cela touche notamment les bêta-lactamines. Ces bêta-lactamases peuvent être naturelles, comme la pénicillinase de la Klebsiella dont je parlais tout à l'heure, ou acquises. Et elles ont un spectre d'hydrolyse plus ou moins large en fonction de la bêta-lactamase. Les pénicillinases, par exemple, hydrolysent les pénicillines, mais peuvent être inhibées par les inhibiteurs de bêta-lactamase. La Klebsiella est donc sensible à l'amoxicilline avec acide clavulanique. Les céphalosporinases sont d'autres types d'enzymes, hydrolysent l'amoxicilline avec ou sans acide clavulanique et les céphalosporines de première génération. Et vous avez sûrement entendu parler des BLSE, ces bêta-lactamases à spectre étendu, ou même des carbapénémases contre lesquelles les armes thérapeutiques deviennent très limitées. Et en plus de leur spectre, ces enzymes peuvent être exprimées de façon plus ou moins importante in vivo. Par exemple, les pénicillinases peuvent être hyperproduites en quantité telle que l'acide clavulanique ne pourra plus être efficace. Et certaines céphalosporinases peuvent être produites en grande quantité également, notamment en présence d'antibiotiques, et conférer une résistance à presque toutes les bêta-lactamines, sauf les céphalosporines de quatrième génération, comme le céphépime, et les carbapénèmes. Et quid des autres mécanismes ? Alors en dehors de ces enzymes qui inactivent les antibiotiques, il peut exister des modifications de leur cible. Il existe de nombreux exemples, comme la modification des protéines de liaison aux pénicillines, qui confèrent la résistance des staphylocoques à la méticilline, ou encore la diminution de la sensibilité des streptocoques aux pénicillines. La résistance des staphylocoques aux macrolides, des entérobactéries aux fluoroquinolones en sont d'autres exemples. Et sinon, la pénétration des antibiotiques à l'intérieur des bactéries peuvent être altérée par des modifications de la perméabilité de la membrane, où ils peuvent être éliminés par des pompes d'efflux. Et bien sûr, tous ces mécanismes peuvent se combiner pour donner des germes plus ou moins résistants à de nombreuses classes d'antibiotiques. Et par conséquent, comment choisit-on quel antibiotique prescrire ? Alors ça, c'est une question bien difficile. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment prescrire un antibiotique ? Et donc, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une infection bactérienne ? Ou est-ce qu'on ne peut pas attendre le résultat des prélèvements pour se permettre d'utiliser le spectre le moins large possible ? Par exemple, de nombreuses infections ORL sont virales et ne nécessitent pas d'antibiotiques.
Et dans certaines infections urinaires, sans signe de gravité, on va attendre les résultats d'un ECBU avant de débuter le traitement. Et donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut faire un prélèvement avant de débuter le traitement? Et la réponse est souvent oui, dans la grande majorité des cas, notamment dans les infections potentiellement graves, car les antibiotiques vont très rapidement les négativer et on ne pourra pas adapter au mieux le traitement en fonction des résultats de ces prélèvements. Et la situation impose-t-elle de débuter des antibiotiques sans attendre? Alors, quand la situation est suffisamment sévère pour qu'on se pose la question d'un traitement probabiliste, notamment chez les personnes qui présentent des signes de gravité ou les patients immunodéprimés, et le choix de la ou des molécules utilisées va dépendre alors des germes qu'on sait habituellement impliqués dans ce type d'infection, de leur probabilité de résistance et des signes de gravité. C'est un peu un pari sur la probabilité d'être efficace en tenant en compte l'impact écologique de la molécule. Et donc, plus la situation est grave, moins il faut prendre de risques de se tromper, et plus de ces paramètres vont être pris en compte. Donc, si on prend l'exemple du traitement d'une pyélonéphrite sans signe de gravité, on va la traiter le plus souvent en ambulatoire par fluoroquinolone, car la plupart des Escherichia coli responsables ont de grandes chances d'y être sensibles, sauf si le patient en a reçu récemment. Par contre, si le ou la patiente présente des signes de gravité, ce sera en hospitalisation avec une céphalosporine de 3e génération injectable et un aminoside, à la fois pour élargir le spectre et pour être rapidement bactéricide. On peut même parfois discuter l'utilisation d'un carbapénème en probabiliste si le patient présente des facteurs de risque de BLSE, comme la prise récente d'antibiotiques large spectre, une hospitalisation, la provenance d'un pays de forte endémie. Bien sûr, si le germe finalement isolé est bien sensible, on choisira la molécule à moins large spectre en fonction de l'antibiogramme, en tenant compte des problématiques de diffusion au site infecté et du terrain du patient, notamment son poids, ses fonctions rénales, hépatiques et ses allergies éventuelles. Et pour finir, pouvez-vous nous parler de la surveillance du traitement? Alors c'est un point essentiel, tout traitement antibiotique doit être réévalué au bout de 48 heures, en se demandant si finalement on ne peut pas se passer du traitement, si celui-ci doit être réadapté en fonction de la situation ou des prélèvements, et pour confirmer la durée totale de traitement. L'efficacité se surveille avant tout cliniquement avec l'amélioration et la disparition de la fièvre et d'autres signes cliniques d'infection. La décroissance de la CRP peut aider dans les situations plus compliquées, ainsi que la négativation des prélèvements dans certaines situations, notamment dans les bactériémies. Dans certains cas, on peut proposer de réaliser des dosages d'antibiotiques. En routine, ça concerne simplement les glycopeptides et les aminosides en cas de traitement prolongé ou chez des patients à risque d'insuffisance rénale. Et puis bien sûr, on surveille la tolérance du traitement, d'abord clinique, avec un risque de troubles digestifs pour presque tous les antibiotiques, et de réactions allergiques, notamment avec les bêta-lactamines et les sulfamides. Certains antibiotiques peuvent être néphrotoxiques, comme les aminosides, les glycopeptides ou certaines pénicillines à forte dose. Et puis on a aussi des effets secondaires plus spécifiques, comme la photosensibilisation par les cyclines ou les fluoroquinolones qui peuvent être photosensibilisantes, mais également provoquer des tendinopathies ou un allongement du QT. Merci beaucoup, professeur Florent Balourd. Merci beaucoup, bonne journée. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.